L'ancien président de la République est à la une de toutes les questions d'actualité aujourd'hui. Il a brisé le silence, lui qui est de coutume discret, taiseux. Joseph Kabila s'est exprimé sur la situation que vit la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Nous n'aborderons pas que cette question-là du président Kabila, nous aborderons également la réunion du chef de l'État avec l'Union sacrée de la nation, députés, sénateurs et même proches du président Tshisekedi, c'était le week-end dernier. On va aussi parler des résolutions, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a aussi fait une forte demande, notamment aux partis en conflit, aux protagonistes, comme on dit. On parlera également du pacte social ECC5O. Quelle sera la prochaine étape? Sommes-nous d'accord avec ce processus? Corridor de Lobito, on en parlait également. Quelle est la place de minerais stratégiques dans ce conflit qui partage plusieurs pays du continent africain? Faut-il un gouvernement d'union nationale, comme l'a promis le chef de l'État? Très bientôt, un gouvernement d'union nationale sera mis en place. Pour quelle utilité? Avec quel parti politique? Quelles seront les nouvelles têtes ou le nouveau parti politique qui peuvent être intégrés dans ce nouveau gouvernement qui est annoncé? Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous Maître Bob Vondandamo. Maître Bob Vondandamo, bonjour. Bonjour, Monsieur Dan. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va. Jolie cravate, hein, rond. Ah, merci. Mais pourquoi cette couleur? Bon, j'aime bien l'orange, mais ma maison est décorée en orange. Oui, j'aime bien la couleur orange. Alors, qui est Maître Bob Vondandamo? Il est président d'intelligence nationale pour le salut du Congo. C'est un mouvement politique. Il est avocat, chercheur, essayiste. Maître Bob Vondandamo, bienvenue à nouveau dans cette émission. Merci à vous, Monsieur Dan. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. On commence d'abord directement par cette sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pardon. Comment avez-vous réagi d'emblée après avoir lu ce message de l'ancien président? Merci beaucoup pour la parole. D'emblée, je dirais que je pense que ces messieurs et cette sortie médiatique est ratée. Je pense qu'il aurait dû se taire. Parce que son apparition pendant ces moments très difficiles pour la République n'arrange rien à sa situation. Parce que ces messieurs ayant géré ces pays pendant 18 ans, il a été chef de l'État, président de la République, chef des armées, généralissime, il avait toutes les fonctions pour régler cette question de l'Est, mais il ne l'a pas fait. Ces messieurs militaires de son État a préféré capituler devant l'ennemi au lieu d'affronter l'ennemi, tel que le fait l'actuel président de la République. J'estime que son intervention est une sortie ratée. Je pense qu'il aurait dû se taire parce que à l'entendre parler, j'ai cru entendre quelqu'un qui souhaite le renversement du régime. C'est la raison pour laquelle ici je suis en train de lancer une sonne d'alarme pour faire attention, parce que ce genre de déclaration, on sent bien qu'une personne qui veut à tout prix en découdre avec le président en place. Les messieurs, nous pouvons déduire par tout ce qu'il a dit, une sorte de revanche en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu laisser le pouvoir. Il pensait qu'il serait facile pour lui de revenir au bout de 6 ans et il estime qu'il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous dérange de fondamentalement dans son message? Vous savez, Monsieur Dan, ces messieurs, j'ai cru entendre parler, j'ai cru comprendre dans son discours, on dirait un monsieur quelqu'un qui défendait le Rwanda, qui défendait le M23, par ses dires, en fait. On dirait une personne qui parlait au nom de ces gens, en traitant le président de la République actuelle de
des dictateurs et tout ça, qu'il met en place un régime de terreur, je ne pense pas. Le président Tshisekedi, qu'a-t-il réellement fait qui mérite une rébellion? Il dit, le président Kabila, l'ancien président Kabila dit, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce monsieur, et je comprends pourquoi le président chef de l'État a nommément cité ce monsieur comme étant l'un des soutiens de ce mouvement, parce que on l'entend comme s'il défendait ces M23, ce sont des Rwandais. Les quelques Congolais qui sont manipulés là, nous savons très bien, nous savons clairement que ces gens ne sont pas des Congolais. Il n'y a aucun Congolais dans les M23. Ceux qui se disent Congolais, on ne les connaît pas, ils se disent Congolais. Vous savez, le fait d'être Congolais, ça veut dire que vous faites partie de la nation, vous avez ce désir de vivre ensemble. Donc il n'y a aucun Congolais dans les M23. Ils disent être Congolais, mais ils doivent le prouver. C'est pas parce que vous parlez lingala que vous êtes Congolais. Monsieur Nanga n'est pas Congolais? Monsieur Nanga, je ne sais pas d'où il vient. Monsieur Nanga, on ne l'a pas vu ici dans la République. Tous ces mouvements sont venus depuis 1997. Ils sont venus ici avant, il n'y avait pas, ces gens n'étaient pas ici. Ils sont venus à partir de 1997, il y a une nouvelle classe, une nouvelle vision qui a attaqué la République, une nouvelle vision qui s'est imposée. Il y a eu de nouveaux acteurs politiques, soi-disant des Congolais, mais qui ont détruit la République. Mais que pensez-vous de la position de l'UDPS en 2012 et 2013, quand le gouvernement de Kinshasa entama les pourparlers avec le M23 à Kampala, en Ouganda? L'UDPS demanda à ce que ces échanges se déroulent à Kinshasa, car c'est une crise qui est interne à la République démocratique du Congo. Comment jugez-vous de cette position de l'UDPS à l'époque? À l'époque, en rapport avec, concernant le CNDP. Le CNDP, M23 toujours. M23. M23. Ouais, mais à l'époque, disons, à l'époque, je pense que c'était le président, le feu Étienne Tshisekedi, qui est décédé de triste mémoire, qui s'est battu pour cette république. Je pense que l'UDPS a toujours prôné le dialogue depuis les temps anciens. Il voulait, je ne suis pas de l'UDPS, donc je ne sais pas défendre ces partis, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui suit une logique, qui défend ce qui est juste. Est-ce que l'UDPS avait raison de demander que ces dialogues se déroulent à Kinshasa? Je ne sais pas si Est-ce que l'UDPS avait raison de demander? Je ne sais pas si l'UDPS avait raison de demander que ces dialogues se déroulent à Kinshasa. Moi, à cette époque-là, je ne sais pas quelle était la motivation pour l'UDPS de demander que ces dialogues aient lieu à Kinshasa. Soit peut-être que ces dialogues devaient avoir lieu au Parlement, peut-être. Ou les députés, les élus de la nation devaient prendre connaissance de ce qui se faisait. Parce que le gouvernement d'antan qui a signé avec le M23, avec le CNDP, a clairement vendu le pays. L'UDPS avait accueilli la FDL de Laurent Désiré Kabila à l'époque du maréchal Mobutu. L'UDPS avait demandé la démission du président Mobutu à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans la partie Est, on peut également demander la démission du président Tshisekedi, comme le firent l'UDPS à l'époque? Bon, à l'époque, tout le monde s'est battu. J'avais la dictature. À l'époque, les gens étaient fatigués du régime de Mobutu. Le régime avait pratiquement... il avait vieilli. Il a un régime qui avait déjà atteint tous les records en matière d'insécurité, d'instabilité. Mobutu vieillissant, il n'avait plus le contrôle du pays. Mais est-ce que l'UDPS devrait demander que le président Mobutu démissionne? Non, mais bon, je ne sais pas cette logique-là. Si l'UDPS, en disant cela, faisait référence à quoi? Il voulait prendre le pouvoir, certainement, comme tout parti politique, voyant que le maréchal était affaibli. Mais quitte à demander à ce que le pouvoir soit pris par les armes, je ne pense pas que c'est la politique, ce soit la politique de l'UDPS. Ils ont toujours défendu la non-violence, à ce que je sache. Je ne sais pas s'il y a eu autre chose en dehors de cela. Ils ont toujours été, le président Félix a pris le pouvoir non par les armes, mais par les urnes. Donc cela démontre clairement que ce n'est pas un parti qui aime la guerre. Donc voilà. C'est un parti qui n'aime pas la guerre, mais
L'ancien président dit que la crise remonte à 2011 et elle est multidimensionnelle. C'est une crise sécuritaire, humanitaire, mais surtout une crise politique, sociale, morale et éthique. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ancien président, vous savez, ces messieurs devaient être aux côtés de la République. Vous savez, ils devaient être aux côtés de la République. Ils devaient condamner le massacre de nos populations qui sont à l'Est. Ce monsieur a raté l'opportunité de dire au peuple que je suis réellement congolais et j'ai été président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Ici, ce monsieur n'a pas eu un seul mot pour condamner les massacres de tueries à l'Est. Sa nationalité est à remettre en question aujourd'hui? Je ne dis pas que sa nationalité est à remettre en question, mais je dis seulement que lorsque l'Ukraine a été agressée par la Russie, nous avons vu le président Poroshenko prendre les armes et dire nous nous battrons contre l'invasion russe. Mais ce monsieur s'est tué. Il a été chef de l'État pendant 18 ans. Qu'a-t-il fait? Ce monsieur a préféré capituler devant l'ennemi sous prétexte qu'il aurait vaincu les M23. Nous savons, c'est un secret de polichinelle. Ce monsieur est à l'origine de tout ce qui arrive au Congo. Comment vous, chef de l'État, 18 ans au pouvoir, vous ne savez pas que l'armée était infiltrée? Vous, chef de l'État, vous signez les accords du 23 mars avec le CNDP, vous livrez toute cette partie aux rebelles, et puis vous êtes là à dire que le président Tshisekedi est dictateur. Mais c'est ce monsieur qui a infiltré l'armée. Si un président de la République, chef de l'État, décide de dire clairement que c'est mon prédécesseur qui a laissé faire... En quel état Joseph Kabila a trouvé le pays en 2001? Ouais, mais vous savez, ceux qui pensent que le pouvoir leur devient de droit devraient réfléchir. En 2001, qui a donné le pouvoir à M. Kabila? L'on doit penser... Parce que personne n'y pense. Eux, ils pensent que vu qu'il y a eu l'alternance politique, ils estiment que non, ben c'est monsieur qui a donné le pouvoir à monsieur Tshisekedi. Le président Tshisekedi a été élu. Et d'ailleurs, il a été élu avec beaucoup de succès dernièrement ici. En 2020, en 2001, nous étions tous là. Le monsieur avait 21 ans. D'où venait-il? Qui était-il? On ne sait pas. Nous étions là, ici, au pays. Nous avons vu, on nous a... Quelqu'un qui est tombé du ciel, président de la République, nous ne l'avons pas connu. D'où venait-il? Nous ne savons pas. Et ces messieurs pensent qu'il devait rester au pouvoir pendant longtemps. Mais il a dit qu'il est le fils de Laurent Désiré. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Vous n'y croyez pas? Je ne dis pas, je ne remets pas en doute qu'il soit fils ou pas, mais j'ai dit seulement qu'on ne le connaissait pas. Vous savez, lorsqu'Obama est devenu président de la République, Donald Trump a toujours mis en doute sa nationalité. Il disait... Obama n'est pas né aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être président des États-Unis sans être né aux États-Unis. D'ailleurs, certains chercheurs disent que l'acte de naissance d'Obama a été falsifié. Il n'était pas né aux États-Unis. Vous pouvez vérifier. On ne peut pas diriger un pays sans avoir connaître les us et coutumes du pays. Ces messieurs a pris le pouvoir en 2001. On ne le connaissait pas. Il a dirigé le pays d'une main de fer. Qui oubliera les massacres, les crimes que ce régime a commis? C'est documenté. D'ailleurs, vous verrez les jours à venir des documentaires sortir. Mais quand il prend le pouvoir en 2001 et quand il laisse le pouvoir en 2019, est-ce que le Congo de 2001 et le Congo de 2019, lesquels de Congo est-il viable? Bon, en fait, je pense que ces messieurs qui a pris le pouvoir en 2020, après 18 ans, il y a eu combien de morts à l'est du pays? Est-ce qu'il a laissé au moins des traces ou il n'a rien laissé du tout? Je ne sais pas quel héritage pouvons-nous garder de Joseph Kabila. Je ne sais pas. Mais je ne trouve aucun. Parce que ces messieurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Notre pays fait face à beaucoup de dangers. Les messieurs a bradé complètement nos minerais. Il est allé conclure avec des Chinois des contrats léonins, des contrats avec des entreprises chinoises. Il a livré pratiquement une bonne partie de nos richesses aux Chinois. Et ce qui fait que la Chine contrôle plus de 80% de nos richesses. Et ce qui nous attire, c'est malheur, c'est quoi? Parce que les États-Unis s'estimant dépassés par les Chinois. Pourquoi? Parce que la Chine contrôle les monopoles de cobalt congolais sur le plan mondial. Ce qui fait que les Américains, ils doivent réagir. Ils commencent à réagir et nous sommes attaqués. Pourquoi? Parce que c'est ça l'intelligence économique. Ces messieurs, en ayant agi ainsi,
avait mis la République en danger parce qu'il s'agit des minéraux critiques, des minéraux stratégiques. On ne livre pas cela comme ça. Ça nous attire tous ces malheurs. Il a laissé le code minier. Mais le code minier qui permet à la RDC d'avoir un certain pourcentage, une certaine considération au niveau international des matières premières. Ouais, mais il l'a fait. Je ne pense pas qu'il l'a fait de bon gré. Parce que le monsieur était contraint de quitter le pouvoir après avoir commis beaucoup de crimes. Il était content de quitter le pouvoir, il a fait ça par vengeance. Ben, je pars et puis j'essaie de faire ces codes miniers. Je dois pas. Déjà, vous savez, le consortium des entreprises chinoises détenait une part de 75%. Sur tout ce qui gagnait ici, l'État à peine 15%. Mais aujourd'hui, est-ce que la tendance a été renversée? Mais lorsque le président de la République est allé en Chine pour essayer de renégocier ce contrat, et d'ailleurs, maintenant, le président ayant renégocié, nous sommes à 40%. Parce qu'à l'époque, il y avait même, d'après ce qui a été dit, il y avait même une partie qui revenait, il y a un consortium de privés, des gens comme ça, qui gagnaient de l'argent derrière ces choses-là, à cause de monsieur dont vous citez les noms. Et c'est monsieur qui revient en grande pompe, comme les sauveurs. Vous savez, vous connaissez les maréchals Pétain. Les maréchals Pétain, c'est un général français qui plus tard est devenu maréchal. Ces messieurs, durant ces heures de gloire, étaient reconnus comme étant un général, un stratège qui a arrêté les Allemands lors de la bataille de Verdun en 1916, le 16 février 1916, lorsqu'il s'est battu contre les Berlins. Il a dit, les Allemands ne passeront pas. Ils se sont battus. Un généralissime, un monsieur qui était aimé des Français. Il a dit, prenez courage, on les aura. Il a été une force, un élan patriotique pour les Français. Mais après, en 1945, il a été jugé pour complicité, trahison à la nation. Vous comprenez? Parce que les juges français l'ont jugé pour complice, parce qu'il était en intelligence avec l'ennemi. Tout ce qu'il faisait là. On pensait qu'il aimait la France. En réalité, il collaborait avec les nazis. Et ces messieurs est frappé d'indignation. On ne cite pas son nom en France. C'est quelqu'un dont il est interdit de parler de lui à cause de ce qu'il a fait à la République française. Alors, ces messieurs qui revient avec les accords qu'il a signés avec le M23, en entendant parler, c'est comme s'il défendait ces gens-là. Vous savez, ces gens ils ont fait beaucoup de mal. Ceux qui sont ces pseudo-congolais, touti congolais. Il faut arrêter de dire ces choses-là. Vous êtes congolais, vous êtes touti, dites qui vous êtes. Parce que eux-mêmes, ils viennent ici, ils commettent des crimes. Quand ils vont au Rwanda, ils deviennent rwandais. Celui qui était ici, Bokso Tangada, il a été arrêté comme général. Il s'est retrouvé à ces pays, il dit qu'il est rwandais. Alors nous continuons à croire à cela. C'est la raison. Alors, Maître Bob Vundandamou, doit-on dialoguer avec les M23? Est-ce que le gouvernement congolais devra engager des négociations directes avec les M23? C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut arrêter cette diplomatie des prélats. La diplomatie des prêtres doit cesser dans cette république. L'Église catholique doit rester dans sa mission pastorale. Pourquoi? L'Église catholique, c'est une église qui a été utilisée par les colons depuis la nuit des temps. Cette église a toujours été. Quand Léopold est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit aux prêtres? À l'époque, le prêtre ne faisait que rapporter aux politiques tout ce qui faisait le peuple. Parce que c'est auprès des catholiques qu'on allait, faire la cure d'âme. Vous comprenez? C'est un instrument des colons. Vous comprenez un peu? L'Église catholique qui s'est dit, l'Église ne doit pas être au milieu du village, l'Église doit condamner le mal. Vous vous souvenez de monseigneur Desmond Tutu, qui était un archevêque sud-africain, qui s'est battu contre les colons sud-africains, contre l'apartheid. C'est un monument. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux évêques catholiques? Mais qui leur a mandaté? Qui a mandaté aux évêques catholiques d'aller voir les rebelles? Qui a payé l'avion qu'ils ont utilisé? Comment sont-ils entrés au Rwanda? Comment sont-ils entrés à Goma? Comment ont-ils fait? Mais ils sont allés chez le chef de l'État, ils lui ont présenté le cahier des charges, ils leur ont dit, nous devons discuter, nous allons voir tous les parties prenantes au conflit, nous verrons Corneille Nangaa, nous verrons Paul Kagame, nous verrons le président kényan, nous irons en Belgique. Ils l'ont dit au chef de l'État.
Ouais, le problème... Le chef de l'État a dit qu'il ne voit aucun inconvénient par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il s'agit de sécurité nationale. Les prêtres ne peuvent pas se décider d'aller voir des rebelles qui ont tué, massacré des populations civiles. Moi, je pense que le ministère de la Défense devait se lever pour contrer cette dynamique des prêtres catholiques qui estiment être devenus des arbitres en politique. D'ailleurs, je suivis Messonnier Cholet qui disait que nous ne pouvons pas vivre en paix sans les M23. L'État, la République doit ouvrir les yeux sur cette structure qu'on appelle Cinco. Je pense qu'elle devrait être fermée. Même Vital Kamerhe a dit que le président voulait négocier. Le chef lui-même a dit qu'il est toujours partant pour une négociation. Le chef a toujours dit qu'il faut négocier, mais jamais vendre le pays. C'est ce qu'il dit toujours. Ah oui. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, si vous avez peur, alors quittez le pays. Si vous avez peur, abandonnez les postes que vous occupez. Parce que le président est resté là, calme dans son coin. Il a dit clairement, on a vu des braves se lever, comme Bemba. Où étiez-vous? D'ailleurs, je pense qu'il est temps pour que certaines personnes puissent quitter le pouvoir. On ne peut pas abandonner, négocier, parce que nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais si on négocie, c'est quoi le risque? Mais si on négocie, nous détruisons le pays, parce qu'ils vont revenir. Comment on détruit le pays en négociant? Mais ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. On doit arrêter de dire que ce sont des Tutsis, ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais. Vous avez vu les gouverneurs qu'ils ont mis à Goma? Ce ne sont pas des Congolais. Mais on fait quoi des Congolais qui sont à l'intérieur? Ils disent qu'ils sont dedans. On fait quoi avec tous ces Congolais-là qui sont là, les Corneille Nangaa? Ce sont des brebis égarées. Et les autres là, ils doivent être arrêtés et mis en prison pour trahison. Ils ont trahi la nation. Vous trahissez le pays qui vous a vu naître. Et d'ailleurs, nous devons savoir si réellement ils sont nés ici. Vous savez, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dit « Nous allons supprimer les droits du sol ». Mais on fait comment? Qu'est-ce que la solution que vous proposez alors à la place? Moi, le problème de la nationalité de ceux qui se disent être congolais sera géré par le ministère de la Justice, qui décidera au cas par cas qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon travail de mémoire sur cette histoire-là. D'ailleurs, vous vous souviendrez que M. Bisengimana, à l'époque, directeur des cabinets de Mobutu, a délivré la nationalité zaïroise à plus de 300 000. La nationalité des masses, ça ne se donne pas. Ouais, à l'époque, vous comprenez? À 300 000 Rwandais, la nationalité ne se donne pas en masse. Le ministère de la Justice doit choisir à qui délivrer la nationalité congolaise au cas par cas. Vous devez demander la nationalité si vous allez voir les services qui sont appropriés. Mais il ne faut pas vous accaparer ce pays et cette nationalité parce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous vous relevez, vous dites que vous êtes congolais. Non. Il y a des États aujourd'hui dans le monde qui renferment, qui possèdent beaucoup de... On va prendre le cas des États-Unis. Il y a toutes les nationalités du monde entier qui sont là. Il y a des Mexicains, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Indiens. L'Amérique aujourd'hui, c'est une nation, on va dire, arc-en-ciel. Toutes les nations sont représentées au niveau des États-Unis. Est-ce qu'ils sont infiltrés? Ouais, mais l'Amérique, moi je ne suis pas contre je ne suis pas contre d'autres nationalités. Je dis seulement que le fait de vouloir être congolais par force, je ne peux pas accepter cela. Parce que lorsque ces gens ont capturé quelques provinces, quelques villages, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de déverser des populations Tutsi là-bas. Le chef de l'État a dit qu'ils étaient congolais, les Banyamulenge, notamment en parlant de... C'est aussi des Tutsis. Il y a des Tutsis, des Hutus. Il y avait une petite communauté de Tutsis qui habitait cette contrée-là. On a étudié dans l'histoire. Une petite communauté. Est-ce que c'est des Congolais? Et plusieurs années... Est-ce que ce sont des Congolais ou pas? Mais moi, je ne sais pas s'ils sont réellement Congolais. Parce que s'ils sont Congolais, ils doivent le prouver, comme a dit le président de la République. Mais jusque-là, ils n'ont pas prouvé. Comment prouver qu'on est Congolais? Comment prouver concrètement que moi je suis Congolais, tel n'est pas Congolais? Par quel mécanisme? Il faut prouver par l'attachement à la République. La République est sacrée, on ne joue pas avec. On ne se lève pas contre la République. Il faut être soumis aux autorités de la République.
montrer que ce que moi je peux faire pour mon pays et non le détruire. Mais Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Adolphe Muzito, tous sont d'accord à discuter ce forum-là, avec notamment incluant les M23. Pourquoi tous sont d'accord? Le gouvernement n'est pas d'accord. Parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Ils ont fui les élections parce que personne n'allait les voter. Ils ont fui. Ils ont pris les armes parce qu'ils veulent revenir au pouvoir, parce qu'ils estiment que eux ils ne doivent pas être dans l'opposition. L'opposition n'est pas faite pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont pris les armes. Alors ces dialogues vont nous conduire à quoi? Que ceux qui n'ont pas été élus dernièrement lors des dernières élections puissent revenir au pouvoir? Non. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a dit qu'il comptait former un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui d'avoir ce gouvernement-là? Ouais, mais je pense que si les chefs veulent ouvrir le gouvernement à d'autres populations, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui font preuve de beaucoup disons, de crédibilité et d'intelligence. Il y a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui doivent remplacer ceux qui sont là. Est-ce que ce gouvernement, de Mme Souminois, a-t-il été un bon gouvernement? Je pense que c'était un gouvernement qui n'a pas su faire les choses correctement. Il y a certains ministres qui se sont distingués, d'autres non. Et rien qu'à voir ce qui s'est passé quand les pays étaient agressés, il y a eu un silence des morts. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Moi, j'aurais aimé voir tous ces ministres derrière le président de la République. On a vu Mme Souminois, on a vu M. Mouyaya, on a vu Mme Wagner. Mais oui, les quelques personnes que nous avons, j'aurais aimé voir tous ces ministres, comme du temps de Mouzé, porter l'uniforme des forces armées, comme à l'époque, il y a eu Raphaël Gonda et Raphaël Genda, et tous ceux qui ont accompagné Mouzé. C'est levé derrière le président de la République. Nous sommes avec le président. Il y a eu un silence des morts. C'est comme si vous êtes autour du président que pour les gâteaux. Quand les pays attaqués, vous taisez parce que vos intérêts sont menacés. Peut-être à Goma, nous avons compris, le peuple a compris que vous n'aimez pas le président de la République. C'est la raison pour laquelle il est temps que d'autres populations, d'autres personnes crédibles puissent entrer au gouvernement. Peut-être qu'ils diront la vérité au chef. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous souhaitez voir, monsieur, ça ne vous dérangera pas de voir monsieur Fayoulou, monsieur Kabound, monsieur Katumbi, monsieur Kabila au gouvernement, ça ne vous dérangera pas? Non, moi je pense que monsieur Kabila il fait partie du passé, il ne peut plus revenir au pouvoir au regard des crimes qu'il a commis. Cet homme a commis beaucoup de crimes. Et le temps, monsieur Katumbi, ça fait partie... Au gouvernement. Bah ouais, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, il était au gouvernement avec M. Mais ouais, à l'époque. Il y a quelques mois, à l'Union Sacrée de la Nation. Il est parmi les cofondateurs de l'Union Sacrée. Moi, je pense qu'il faut des nouvelles têtes. Il faut des nouvelles personnes qui n'ont pas... M. Fayoulou, pour une large cohésion nationale. Moi, j'attendais de M. Fayoulou. Je voulais qu'il parle comme fils de ce pays. Lorsque le pays est agressé, on se doit de soutenir celui qui est au pouvoir. On a vu ça plusieurs fois. Lorsque la France était menacée par les terroristes, il y a eu Le Pen, il y a eu même l'extrême gauche a soutenu le président. Mais je n'ai pas vu ça de la part de M. Fayoulou. Vous comprenez? M. Kabila dénonce une dictature. M. Kabila qualifie le président Tshisekedi de dictateur. Il gère le pays avec une dictature, une grande dictature. Et les conséquences de cette situation sont désastreuses. Il s'agit d'un recul démocratique majeur. Le régime actuel a tout muselé. Toute forme d'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire, extrajudiciaire. Ça, ce sont des crimes que l'ancien président décrit. Il est facile d'accuser l'autre. Il accuse son successeur. Ouais, également, le chef de l'État l'accuse de soutien au M23. Et peut-être que pour lui, pour se dédouaner, il doit dire tout ça. Parce que si le président de la République, chef de l'État, accuse son prédécesseur, c'est qu'il a des preuves. Il a des preuves. À qui donner raison? Celui, l'ancien ou l'actuel? Mais l'actuel, c'est le chef d'État en fonction. C'est lui qui est le président de la République, le garant de la nation. Il accuse, pourquoi? Parce que peut-être ses intérêts sont menacés.
Il sait Pourquoi vous du donnez secret. raison à l'actuel président? Parce que Quelles sont les raisons fondamentales? l'actuel président a fait ses preuves. Il n'a pas voulu signer avec le rebelle. Le monde entier a vu que Félix Tshisekedi, malgré tout ce qu'on dit de lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a dit qu'il ne signera pas. C'est ça sa force. Ben oui, il ne signera pas. C'est un civil qui a tenu tête il a dit qu'il ne signera pas. Ce conflit est fini alors? Non, je ne dis pas que c'est fini, mais je pense que pour notre respect, on doit aller jusqu'au bout, on doit lutter, parce que finalement, ils ne seront pas tenus longtemps dans la durée. On ne peut pas lutter contre un gouvernement entier. Le Rwanda n'a jamais été exposé tel que maintenant. Durant le 18 années de Kabila, je n'ai pas entendu un seul instant où il déclare clairement que c'est M. Kagame qui est responsable. Il n'a jamais fait. Vous ne craignez pas que le scénario de 97 se reproduise? S'ils sont en train de rêver, s'ils étaient réellement forts, qu'ils viennent. Vous savez, le peuple est suffisamment mûr aujourd'hui. À l'époque, le peuple était fatigué du maréchal. C'est la raison pour laquelle certains avaient laissé faire. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que le combat que mène Félix Tshisekedi, c'est un combat existentiel pour nous. Vous avez face à vous un président de la République qui est un civil. Il y a eu dans ce pays un général, un généralissime qui a capitulé face au M23, qui a signé sous prétexte qu'il aurait vaincu ces gens-là. Non, mais les civils qui disent je ne signerai pas, malgré, ils ont voulu pousser le président en prenant Goma à signer. Il a refusé. C'est ça un homme. Il dit je ne signerai pas, on se battra jusqu'au bout. C'est ça un homme. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez suivi la résolution? J'ai suivi la résolution. On condamne le Rwanda, on le demande de retirer ses troupes, respect de la souveraineté de la RDC, fin des hostilités, cesser le feu, mais aussi la traque ou que le gouvernement congolais arrête de collaborer avec les FDL. Vous savez, j'ai quelque chose à dire. Est-ce qu'il faut saluer cette résolution? Je salue cette résolution. Moi, je pense que tous ces gens qui aujourd'hui ont voté cette résolution devaient non seulement condamner, bien que la résolution, c'est déjà un bon début. J'estime que c'est un bon début parce que déjà, j'appuie d'abord le rôle des États-Unis d'Amérique, que je salue. N'eût été l'impulsion donnée par les États-Unis d'Amérique, l'Europe n'aurait pas suivi. Les États-Unis ont commencé, ils ont posé un acte clair. Ils ont condamné, ils ont commencé par sanctionner le cerveau moteur de Kagame dans cette lutte contre le Congo, c'est James Kabarebe. Les États-Unis ont frappé fort. Et l'Union européenne ne peut rien faire sans l'Amérique. Il y a une guerre de puissance à l'heure actuelle. Les Européens ont clairement signé des contrats miniers avec le Rwanda. Vous comprenez? Les États-Unis sont comptés avec l'avènement de Trump. Ça a bouleversé des équilibres géopolitiques mondiaux. Ce qui fait que aujourd'hui, les États-Unis attaquent aussi les intérêts européens. Et il est ça la raison pour laquelle vous voyez, il veut signer, il veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine, parce qu'il a clairement dit que Zelensky, c'est lui qui a commencé la guerre par la Russie. C'est un choc géopolitique en Europe. Et Trump étant un businessman, il s'est fait entourer des oligarques, de tous ces hommes d'affaires puissants comme Elon Musk. Ils ne veulent pas de guerre, ils veulent mettre fin à cela. Vous comprenez? À une guerre économique, il faut une réponse économique. Les présidents de la République, chefs de l'État, il est temps de répondre positivement à Donald Trump. On doit s'appuyer sur l'Amérique, par l'Union européenne nous a montré qu'ils sont avec le Rwandais. Ce qui se passe, c'est quoi? Les États-Unis ont donné l'impulsion, l'Europe ne pouvait que suivre. Les Américains sont avec nous. Je ne dis pas qu'ils sont pro-congolais, mais seulement que Donald Trump, le malheur que nous avons avec les démocrates. Alors, on parlait de la géopolitique des États-Unis, du soutien des Américains actuels à la résolution, aux sanctions contre James Kabarebe. Quels peuvent être les résultats sur le terrain, les sanctions américaines? Oui, j'aime beaucoup ce qu'a fait les États-Unis d'Amérique, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui sait réagir et tout ça. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé du tout la politique de Joe Biden. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a vraiment attaqué farouchement Joe Biden par rapport à ce qu'il a fait en Ukraine. Et j'estime que Donald Biden, en tant qu'homme d'affaires,
il veut mettre fin aux guerres. Il a dit clairement que I will be a peacemaker, qui sera un pacificateur, quelqu'un qui mettra la paix partout. Je pense que c'est l'opportunité d'aller voir cet homme au président de la République à une réponse et à une guerre économique. Nous devons répondre économiquement également. La réponse, c'est ça. Mais qui a imposé Kabila à la tête du pays? Monsieur Kabila, nous ne le connaissions pas. Aujourd'hui, il fait une sortie en grande pompe. Il est là en donnant des leçons. Après 18 ans de règne, il a régné ici, il a établi en son temps ici, sur ce territoire, un régime d'oppression, de terreur. Beaucoup de gens sont décédés sous Kabila. Les Rossi Moukeni, tous ces gens, j'en passe. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Moi, je me souviens, en 2006, il y a un de mes amis qui a reçu une balle lorsque la résidence de Jean-Pierre Bemba a été attaquée en 2006. Qui oubliera ceux qui ont été tués? Il s'est passé beaucoup de massacres. Je pense que ce monsieur aurait dû se taire au lieu d'accuser publiquement le président actuel qui défend son pays des dictateurs. Tout ça parce que le monsieur est incapable de revenir au pouvoir. Il va s'associer avec toutes ces personnes. Le président de la République, chef de l'État, il a en sa possession toutes les informations. Il est le chef des armées, des services de renseignement. S'il dit que c'est lui, il sait pourquoi. Alors je pense que pour se dédouaner, il accuse le président actuel d'être un dictateur. Le président Félix n'a rien fait qui mérite une guerre. N'a rien fait qui mérite qu'on prenne les armes. Le président Félix a mis ici un régime assez démocratique. Nous pouvons plus ou moins parler par rapport... Vous savez, à l'époque où il nous était difficile de parler, de dire même au Rwanda à la télé. On nous empêchait. À l'époque, il y avait la haute autorité des médias avec Modeste Mutinga à l'époque. Il était interdit de critiquer le Rwanda. Et vous savez cela. À l'époque... Mais aujourd'hui, Corneille Nangaa dit qu'il comptait faire du Kinyarwanda l'une des langues nationales. Mais c'est ça, j'aimerais dire aussi au ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, je salue vraiment ce que vous faites, monsieur le ministre. Mais je pense qu'il faut arrêter de dire que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Il ne faut pas dire ça. Parce que quand vous dites ça, ces gens exploitent ce que... J'ai vu ça sur Facebook. Les gens exploitaient ce qu'il a dit pour leur propagande. Nous savons que nous avons 4 langues nationales. S'il y a eu quelques Rwandais qui parlent, qui ont l'air dialecte du Rwanda et Kinyarwanda, c'est entre eux. Mais ce n'est pas une langue congolaise, une langue d'importation. Nous devons défendre la République. La République est sacrée. Si on perd nos repères, on perd nos us de coutume, on perd la vie de la nation. Comment résoudre ce problème définitivement? Nous allons le résoudre. Mais comment? Par quel mécanisme? Ok. Moi, je pense que il faut qu'il y ait un dialogue inter-rwandais, comme cela a eu lieu au pays ici. Un dialogue inter-rwandais. Entre qui peuvent être des parties prenantes. Parce que tous ces Hutus qui accusent d'être FDLR, c'était à l'origine leur pays. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Laissez-moi vous dire. Il fut un moment, la justice française, durant le règne de François Hollande, un juge français a réouvert le dossier sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Vous vous souvenez? Ce juge français a accusé carrément le régime de Kigali et l'un de proches de Kagame. Et Kagame a menacé de couper les relations diplomatique avec la France sous le régime d'Hollande. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on ne dit pas toute la vérité. Le rôle qu'a joué l'APR lors de l'attentat de l'avion d'Habyarimana. On a dû taire ça avec l'avènement de Macron qui est allé là-bas pour faire la paix avec Kigali. Le jour où l'on va... C'est pourquoi je demande au ministère de l'Affaires étrangères, il est temps de relever tout ça. Parce que les Rwandais qui sont ici, les Hutus qui sont venus en 97, doivent retourner chez eux sur leur terre. Il faut qu'il y ait un dialogue inter-rwandais pour que tous ceux qui sont entrés, les Hutus, les Banyamulenge et consorts qui sont nés ici, puissent retourner chez eux. Nous connaîtrons la paix quand tous ces Rwandais retourneront. Ce n'est pas le fait d'être né chez nous qui fait de vous directement Congolais.
Parce que si on agit comme ça, on va brader notre nationalité, notre pays. C'est la raison pour laquelle je comprends pourquoi ils ont combattu cette loi des pères et des mères. Vous comprenez? Parce que ces gens, on ne les maîtrise pas. Ils sont congolais, ils sont rwandais. Mais que faire des enfants nés des deux parents? Un parent rwandais, un parent congolais. C'est à l'enfant de décider s'il veut choisir la nationalité lors de sa majorité. Je vais être congolais ou rwandais. On peut accepter des gens qui ont une morphologie rwandaise, mais qui ont un parent congolais. On peut les accepter comme congolais? Bon, je ne parle pas seulement de la morphologie qui fait que d'une personne est mauvaise. Mais je dis, si vous voulez la nationalité congolaise, soit d'origine, soit d'acquisition. Si vous estimez à votre majorité que je suis 50-50, maintenant j'opte pour la nationalité congolaise, vous devez le prouver. Vous devez aimer la République, être soumis aux autorités établies, aimer la nation, connaître l'histoire du pays. Donc vous êtes d'accord avec Noël Tchani qui dit qu'on ne peut pas avoir un président qui a deux parents de nationalités différentes? Je suis tout à fait d'accord. Je pense d'ailleurs, moi je pense qu'il est temps d'appliquer, de faire, appliquer cette loi sur toute l'étendue du territoire. Parce que ce qu'ils veulent, en définitive, c'est quoi? De mettre un président tout ici. C'est ce qu'ils veulent. Qui veulent? C'est Rwandais. Parce qu'ils ont étudié chez nous ici, les Tutsis, consorts, tous ces gens. Je ne dis pas tous les Tutsis, les Banyamulenge, ils sont mauvais. Mais il y a certains Rwandais qui sont des espions qui ont infiltré des universités. Ils ont commencé à infiltrer l'université de Lubumbashi. Ils sont entrés là-bas, ils parlent Tchaïli, parce qu'ils sont très forts en intelligence, ces gens-là. Lisez le livre de Mwanda, le crime organisé en Afrique centrale, comment les Rwandais ont envoyé des femmes rwandaises ici pour séduire nos politiciens. C'est pourquoi il y a un moment donné, il y avait des politiciens qui avaient des femmes rwandaises, qui espionnaient la République. Ils nous ont infiltrés. C'est la raison pour laquelle je dis, je demande à nos services, il est temps de mettre en place un service de contre-espionnage efficace pour traquer ces gens. Parce que aujourd'hui, ils sont congolais, demain, ils sont rwandais. Ils nous ont démontré ça. Alors, Franck Diongo pose comme préalable pour participer à ce forum de la SSS5O la démission du président Tshisekedi. Votre réaction? Franck Diongo est celui qui a aussi mordu à l'hameçon de Kagame. Mais qu'est-ce qu'il allait faire à Kigali, M. Diongo? Il est allé là-bas faire quoi? Prendre le pouvoir pour demander quoi? Un gâteau aussi à sa part. M. Tshisekedi n'a rien fait. Il a été élu démocratiquement. Le président de la République, chef de l'État, a été élu à 63%. Il a fait un grand score. Vous ne pouvez pas demander, parce que le monsieur va intégrer le gouvernement, qu'a-t-il fait? A-t-il violé une seule fois la Constitution de la République? Qu'a fait Tshisekedi pour qu'aujourd'hui, tout cet armada se lève contre lui? Vous me direz que vous êtes Tshisekediste parce que vous le défendez. Non, en fait, je ne suis pas de l'UDPS. Je suis un homme qui a un raisonnement logique. L'homme Tshisekedi, si vous le regardez, c'est un monsieur, à travers ce qu'il a démontré, il a démontré l'amour pour son pays. À quel niveau? Au niveau, par exemple, cette histoire de Rwanda. Jamais le Rwanda n'a été autant exposé durant ces 30 dernières années. Est-ce qu'il a mis fin à la corruption, le détournement? La corruption n'a pas commencé avec Tshisekedi. Est-ce qu'il a mis fin? Au moins sous Tshisekedi, on se voit, mais sous l'autre là, qui parle comme un saint. Est-ce que la vie du Congolais s'est améliorée sous Tshisekedi? Oui, mais le problème, lorsque vous décidez de faire la guerre à un président qui essaie de bâtir tout ce que nous devons faire pour, disons, essayer de produire comme richesse, vont à l'effort de guerre. Et ça perturbe le cours normal des choses. La SADC, l'EAC, les évêques de la 5O, ou encore même quelques pays membres de l'Union européenne, la Russie demande que la République négocie avec le M23. Or, le chef de l'État dit qu'il ne négociera pas avec des pantins. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le chef, ni la Russie, ni la France, ni l'Union européenne ne sont congolais. C'est notre terre. C'est à nous de définir les termes de ce à quoi nous devons céder ou non. C'est-à-dire que négocier, comme a dit le président, n'est pas vendre le pays. Ce sont des pantins. Parce qu'il y a Kagame derrière. Derrière Kagame, il y a tous ces pays de l'Union européenne, toutes ces multinationales. Négocier veut dire quoi? Intégrer les enfants bannis de la République
qui négocient veut dire vendre le pays parce qu'ils vont encore nous infiltrer davantage. On ne veut pas de ça, on a déjà essayé d'évoluer. Maître Bob Vondandamo, on est à la fin de l'émission. Dernière question, c'est une question que j'ai posée de temps en temps. Si aujourd'hui vous avez l'occasion de parler au président d'homme à homme, comme on dit en anglais face to face, que lui diriez-vous en cette période? Je dirais, Monsieur le Président de la République, je sais vraiment que le pays traverse des moments très difficiles, mais je vous dirais d'être fort. Vous avez suffisamment démontré que malgré tout ce qui se dit, malgré la situation difficile, que vous êtes un homme fort. Vous ne voulez pas vendre ce pays à l'ennemi. Monsieur le Président de la République, il est temps de nouer des alliances stratégiques avec des pays forts qui peuvent nous soutenir. Il est temps d'identifier les personnes qui vous aiment réellement et ceux qui font semblant de vous aimer, de les mettre de côté. Nous ne pouvons pas nous-mêmes gérer nos richesses. On aura des guerres et des guerres. Parce que l'ennemi de demain, ça sera l'Angola. Parce que l'Angola profite aussi du fait que le pays est faible. Parce qu'il est en train de forer aussi notre pétrole. Alors, Monsieur le Président de la République, je pense qu'il est temps. J'ai beaucoup aimé le fait que le ministre de la Justice est allé voir M. Goïta. Je pense que la Chine, la Russie et les États-Unis se battent sur notre territoire. Il est temps de s'approcher de Vladimir Poutine qui pourra être ici comme l'arbitre. Soyez forts, ne signez pas. Monsieur le Président de la République, ne signez pas. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes président d'intelligence nationale pour le salut du Congo. Vous êtes avocat, chercheur, essayiste. Voilà la présentation de Maître Bob Vondandamo, avec qui nous avons abordé plusieurs aspects de l'actualité, la sortie médiatique de l'ancien président de la République, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a également évoqué la réunion du président Tshisekedi avec Union Sacrée, députés et sénateurs, sans oublier justement le pacte social pour le bien vivre ensemble, prôné par les catholiques et les protestants. Il a été totalement catégorique contre cette initiative qu'il juge inopportune et non avenue. Merci beaucoup, Maître Bob Vondandamo. On espère qu'on vous retrouvera très bientôt sur Congo Buzz Télévision. Merci à l'équipe qui m'a fait parvenir ou arriver chez vous, Christian Mbouka. Merci à vous tous d'avoir été de nôtres. À très bientôt.